J'aurais pu être provocateur et appeler ma deuxième partie « Allez vous faire foutre » comme réaction de colère. Désolé, je veux croire que tout le monde n'est pas à être tenu du marasme dans lequel semble parfois s'enfuir le monde. Alors je serai choquant par le fait de dévoiler des sentiments qui ne sont plus commerciaux. Voilà pourquoi mon titre sera « Je t'aime, papa ». Salut. Vous vous souvenez d'un jeune homme qui prenait le bus tous les matins à 7h18 ? C'est encore moi. Demain, enfin aujourd'hui, 3h08, je passe ma dernière épreuve du bac, la science nat. Que fais-je debout si tard ? J'écris ce que vous lisez. C'est mieux que de regarder le match Afrique du Sud-Danemark. Enfin, je le regarde en même temps. Pour moi, la Coupe du Monde, c'est un grand événement. Mais pas pour tout le monde, notamment pas pour Air France. De l'avis de certains, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. On vous dira, quand vous avez vu ces géants à l'air niais, vous avez vite compris que c'est une perte de temps qui coûte bien cher à la France. Les Français se reprocheraient presque le manque d'innovation, la gérontocratie gouvernant la France, le scepticisme face au modernisme, et dès qu'une goutte de fraîcheur veut essayer de s'emparer du pays, ils en gardent l'odeur nauséabonde du dégoût face à l'effort accompli. Cela vaut bien la peine de s'évertuer à changer les rituels d'ouverture d'une Coupe du Monde. On aurait mieux fait de faire envoler des colombes et d'organiser un concours de balles-trappes. Message personnel pour les chasseurs en ce 18 juin 1998, où l'Assemblée leur promet une période de chasse plus longue. Je trouve cela écœurant, surtout quand on sait que c'est juste un plaisir de riche. Question. Y a-t-il eu une nuit au mois d'août 1789 où les privilèges ont été abolis ? C'est certain que cela aurait eu un succès fou. Néanmoins, même si je trouvais l'initiative intéressante, je ne me lasserai jamais d'entendre cette vieille femme. C'est une bonne idée, mais quel mauvais goût, parce que, à voix basse, c'est moche. Ou encore ce garçon qui disait « À cette allure, on n'y sera jamais avant minuit ». Ils y étaient encore à minuit, mais cela je ne le sus que le surlendemain. Le spectacle des géants fut le mardi 9 juin, et le jeudi 11 juin, je devais aller passer le bac. On y revient en bac. Note. Si je l'ai, je le préciserai, et je vous demande de lire jusqu'à ce que vous trouviez le passage « J'ai le bac ». Je vous préviens, ce bouquin fait 3 tomes, et vous pourrez lire le bac au 3e. Enfin, je plaisante, parce que s'il y en a 3, cela sera un peu comme une œuvre d'art. Je ne saurais pas comment j'aurais fait. Je m'égare dans ce livre, comme dans mes horaires le 11 juin. En effet, j'arrive à 10h pour signer mon dossier, à 9h30. Alors, vu que je suis en retard, c'est le fait que le courage arrive un peu tardivement pendant la phase du réveil, provoquant un décalage dans l'horaire qui, par une relation de cause à effet, au bout de 3 fois, peut engendrer un vraiment tragique et malheureux événement qui, par un procédé de catalyse, peut occasionner un cataclysme qui peut entraîner un processus de réchauffement de la planète pouvant faire fondre le pôle Nord et donc causer une guerre avec les Inuits qui se révélerait être une catastrophe intersidérale qui nous mènerait tout droit à la décadence intergalactique et voyant tout ça, les petits martiens nous détruiraient. Cool! Je parle avec un ami qui s'appelle Brice. Il me dit qu'il regarda JFK, dont je dirai un mot plus tard, et qu'à la fin du film, il zappa sur TF1. Les géants étaient enfin arrivés. Ces gens allez-y qui conduisaient et ils n'avaient pas les gravillons de Paris. Enfin, moi, dès le début, cela m'était apparu d'une médiocrité flagrante. Souvenez-vous de l'Africain qui devait ouvrir les paupières en direct et on disait « Eh oui, dans quelques instants après la pub ». La pub. Entrez dans Orange. Le monde change. Ntamak montre sa fille et Marc l'essai. Oui, je sais, c'est un anachronisme. Les pâtes qui cuisent en moins de 2 minutes. Prenez le parfum qui citait une femme
qui aime les hommes, qui aime les femmes, ou une femme aimant les femmes, qui aime les hommes, ou une femme aimant les femmes, qui aime les femmes, il te plaira. Adepte féminine du cunilingus, adepte masculin de la sodomie, adoptez le parfum qui réveillera vos fantasmes. Ce soir, Navarro. Ça y est, l'Africain est réveillé. Dommage, pendant les Rivoires et Carrés, on a manqué le réveil de l'Africain. L'organisation était tellement anarchique que je préférais JFK, un film qui me fait ouvrir les yeux sur certaines réalités. « 13 juillet 1998, 2h01. Je reprends le stylo et je lis ce que j'ai écrit. Qu'aurais-je dit sur JFK? Que le monde est dirigé par des tyrans violents? Non, ce jour je ne le dirai pas et vous savez pourquoi. Je vais aller me coucher pour me réveiller en me disant « Hier, c'était exceptionnel ». 23 juillet 1998, 23h. Il y eut bien un jour où je me suis dit « Hier, c'était exceptionnel ». Mais en ce moment, c'est plus, aujourd'hui c'est un calvaire, et cela risque d'être demain sera l'enfer. Si vous vous demandez pourquoi, c'est du fait que vous croyez que je suis un petit jeune révolté, aux idées arrêtées, voulant protester contre une société complètement à côté de ce qu'elle doit représenter. Mais qui du même fait est un jeune bien planqué, aux parents qui peuvent assurer la vie d'un dandy, écrivant pour montrer qu'il vit. Eh oui. Il doit montrer qu'il vit parce qu'il doit vivre pour deux. Lisez ceci et vous verrez si je suis le petit arriviste qui se voudrait artiste en se rebellant contre les dirigeants. Comment commencer mon récit pour arriver jusqu'à ici? Le plus simple serait de revenir au temps où je prenais mon bus à 7h18. Bien sûr, le récit était exagéré pour ce que j'avais à dire ou à me dire. Malheureusement, maintenant, je n'ai pas besoin d'hyperbole sur ma vie pour montrer combien notre pays est pourri. S'ils sont champions du monde de foot jusqu'en 2002, nous n'avons pas de champion du monde de la gestion de notre État. Même si on a pu m'endormir, maintenant que je me réveille, c'est pire, parce que je me rappelle combien j'ai pu souffrir en moins d'un an. En effet, quand on était à Panazol en 1997, mes parents voulaient déménager. Ils en ont eu l'occasion au mois de juin. On a déménagé. On dit au revoir aux amis, au revoir Richard, au revoir Alexis, au revoir les potes. On s'en va direction un coin paumé à Plégor. On emmène tous les meubles dans un petit camion. Une petite mission impossible. On y arrive dans cette maison avec un grand amoncellement de saletés qui sont les vestiges d'une locataire passée. Mais pas de problème, nous assurent les propriétaires. Elle viendra chercher ses affaires en fin de semaine. Elle vint 2 semaines plus tard, nous laissant dans le bazar le plus éparse possible. Tout cela pour attendre qu'elle vienne chercher des cartons remplis de papier de bonbons et d'affaires pourries, lesquels elle brûla devant nos yeux horrifiés d'avoir attendu tout ce temps pour cela. Une seule chose m'amusa, l'hypocrisie des gens. Notre propriétaire, en effet, avait insulté son ex-locataire car elle abusait et nous informa de comment elle lui avait dit qu'elle ne lui rendrait pas sa caution, tandis que cette même propriétaire fit des révérences obséquieuses à son ex-locataire. En parlant de caution, je vais vous expliquer comment des gens du Nouveau Logis, en juin 1997, ont pu nous extorquer 6 500 francs de caution. Les faits. Une personne haut placée avec seulement 2 enfants devait occuper une maison que nous occupions avec, et mes parents, et mon frère, et ma sœur, et moi. Voici pourquoi une moquette tachée se voit immédiatement remplacée au lieu de nettoyer.
Voilà pourquoi, après maints renseignements, nous apprenons aussi que ce qui fut fait pour 6500 francs pouvait être fait pour 3000 francs. À 3500 francs de plus, on peut avoir de la moquette en or? Faites un compte. 6500 moins 5000 équivaut à 1500 francs que nous devions encore au nouveau logis. Dette de 1500 francs. Mais continuons les comptes. Comme quoi les ennuis n'arrivent jamais seuls parce que sur le loyer de 3500 francs, nous n'avions plus que 900 francs d'appel. Quant à Panazol, sur un loyer de 2500 francs, on aurait eu 1000 francs. Eh oui, par mois, on payait 1100 francs de plus de loyer pour une maison plus loin, avec plus de trajets et plus d'inconvénients. Cependant, la liste continue. Mois de juillet 1997. Lettre des ascédiques. Votre indemnité chômage, monsieur Ruiz, diminue encore. Combien de fois un ministre au chômage a-t-il eu une lettre de même facture? 0 fois. On va dire, c'est normal qu'un chômeur soit payé moins à ne pas travailler. Ne devrait-il pas en être de même pour les ministres? Or, même quand on pourrait se dire cela ira mieux, eh bien non. Mon père travaillait avant dans une boîte de transport de colis, et à l'heure où on parlait des 35 heures, je peux vous dire que c'était 50 à 55 heures par semaine. Les ouvriers se diront, mais ils bossaient comme nous, et c'est normal. Mais non, c'est injuste, et on continuera à faire bosser 50 heures les gens sans pour autant les payer, quand bien même on ferait les 35 heures. C'est pourquoi mon père l'attaqua au prud'homme en 1997 pour réclamer ses heures supplémentaires. On nous annonce en juillet 97 que mon père a bien gagné le procès. Seulement, quand tu as la poisse, tu ne peux pas espérer avoir une bonne nouvelle uniquement. De ce fait, la grosse somme d'argent que devait l'ex-patron de mon père n'est qu'en litige, vu que ce cher patron a fait appel. Les procédures judiciaires continuent, et nos ennuis aussi, car la maison présentait quelques inconvénients. Dès lors, qui n'aime pas la campagne, et le doux bruit de la treilleuse, enclenché à 8 heures, la douce odeur du coq-mort dans ton jardin, encore une autre histoire à raconter, le goût agréable de l'eau boueuse du puits, après des pluies diluviennes, la vue superbe de vaches limousines posant de splendides bouses à côté du jardin, sans oublier le contact agréable avec une population croissante de mouches s'engouffrant avec une joie inénarrable dans le frais de votre frigo. Néanmoins, le contact était tout autant cordial avec l'ex-mari de l'ex-locataire exit expressément de cette maison au stade d'expérience. Qui n'apprécierait pas que l'ancien locataire laisse mourir ses poules sous la fenêtre de sa maison? Eh bien, je vais vous le dire, nous. Qui apprécierait aussi de le voir débarquer tous les jours? Une fois ses pommes de terre, une autre fois sa cage à poules. Enfin! Je pouvais le dire, cette maison me tapait sur les nerfs, et aussi à ma mère. Mon père, lui, s'habituait partout au contraire du fait de se faire engueuler parce qu'il n'avait pas de travail. Combien sont les couples dans cette situation à se crier dessus à cause du chômage? Dans un mariage, c'est la femme. Dans un autre, c'est le mari. Et là, c'était mon père qui ne trouvait pas d'emploi. Vous me direz, il ne cherchait pas. Car c'est ainsi que pensent les gens. Et même si vous vous sentez honteux face à ces vulgaires mots imprimés sur du papier glacé, vos sentiments le redeviendront tout autant quand vous aurez refermé ce livre. Pourquoi écrire, alors? Vous le saurez. Suite à ces querelles perpétuelles, nous décidâmes de partir loin des mouches, des poules et des chimpanzés venant gesticuler pour récupérer leur cage. Je pris le volant pour nous mener sur la côte méditerranéenne à Argelès-sur-Mer, espérant voir le feu d'artifice du 14 juillet. Arrivé là-bas, on apprend qu'il est prévu pour le lendemain. Il nous faut prendre une chambre d'hôtel. Mais connaissez-vous le prix? Mais que fais-tu des hôtels Ibis, Formule 1? J'en fais qu'il n'y a plus une chambre. Nous voici donc partis,
notre joyeuse tribu vers le feu d'artifice de La Rochelle. Nous avions la bougeotte, et je pense que cela traduit un certain mal de vivre, un mal-être. Nous voulions oublier les problèmes, et voilà pourquoi nous allâmes à La Rochelle. Arrivé, on profite enfin de la mer, on pique-nique, et le soir, on part pour regarder le feu d'artifice. Là, une fille de 18 à 20 ans passe. Elle vend des chiens en ballon plastique. Sur ce, moi je lui demande si elle manipule tout aussi bien que ces chiens en plastique, et elle me répond qu'on pourrait bien voir plus tard, lorsque ma mère et mon père me demandent de rester avec eux. Donc, un petit conseil. Ne venez jamais voir le feu du 14 juillet à La Rochelle avec vos parents. Pourriez passer à côté de cette jolie vendeuse de chiens en ballon. Elle s'est peut-être recyclée, sans pouvoir l'approcher. Finalement, on se retrouve après le feu d'artifice de retour vers la maison. En 2 jours, plus de 1000 kilomètres, 1500 disputes, 1500 c'en était trop, mes parents de continuer à s'engueuler par leur fils interposé. Je vais être un arbitre distribuant les cartons rouges, mais quand il y avait hors-jeu, j'étais toujours à avoir le drapeau dans la chaussette. On ne peut pas être l'arbitre de touche de ses parents. Et toujours la même chose. Pourquoi tu ne trouves pas d'emploi? Et pourquoi tu ne retournes pas au travail? Ma mère était en congé maladie parce que maintenant, soit on n'a pas de travail, soit on est des esclaves modernes, ou bien, il y a une catégorie à part, fonctionnaires. Excluez bien des fonctions. C'est pour ça que ma mère restait à la maison, parce qu'on lui en faisait voir toute la journée. Dans un couloir de 100 mètres, la serpillière était une éponge. De cette façon, elle aurait pu faire les Jeux Olympiques dans la catégorie 100 mètres éponge. De cette façon, mon père ne comprenait pas ma mère, parce que n'ayant plus d'emploi, il avait oublié ce qu'était être maltraité, ou plutôt bien traité en esclave, et ma mère ne comprenait pas mon père, parce qu'ayant encore un emploi, elle avait oublié ce qu'était être mal payé, ou plutôt bien payé en chômeur. Un soir, suite à une dispute, mon père partit en me disant « Laisse-moi, je vais y aller ». Je ne suis pas où. Plutôt, je ne voulus pas savoir où. Le lendemain, n'ayant que peu dormi, j'allais chercher le courrier, une lettre de mon père. Il me disait « J'en ai assez, je ne sers à rien. J'ai toujours aimé ta mère, mais je suis un boulet. Et faites ce que vous voulez de moi. Donnez-moi à la science ou à une fosse commune. Moi, je vais rejoindre ma mère. » Je me suis précipité pour téléphoner aux policiers. Ils sont arrivés 20 minutes plus tard, me disant qu'il y avait un homme dans le jardin. Et cet homme, c'était mon père pleurant. Le gendarme allait le voir, s'approchait de lui demandait de se calmer, et mon père le menaçait d'un caillou. Le gendarme tenait son arme et disait que mon père ne savait pas qui il était. Mon père se calma. On appela les lanceurs d'eau qui devinrent séquesteurs impériaux. On sangla mon père sur un lit. On l'envoya au CHU se dessouler d'une trop grande dose de cachet. Après, ce fut Esquirol. Nous allâmes le voir alors que pour soigner mon père, on lui donnait des somnifères. Il put sortir finalement très rapidement, une semaine avant que mon père ait un entretien pour un CES. Nous avions trouvé, pendant qu'on le soignait, une nouvelle maison dans une cité pavillonnaire. Mon père va la voir, il est très enthousiasmé. La chance semble désormais nous sourire. Un emploi, une bonne maison. Puis l'entretien s'approche. Le climat familial et météorologique est agréable. Puis un vendredi matin, 3 jours avant d'aller voir le maire de Saint-Laurent-sur-Gorre, je joue à l'ordinateur. Puis je redescends. Demande à mon frère où est papa. Pas là, me répondit mon frère. Je sus lundi soir qu'il ne serait plus jamais là, qu'il s'était sans doute suicidé. Pourquoi? Cela je ne le saurais pas. Messieurs, dames, et je ne le saurai que bien plus tard,
un soir quand Dieu en aura marre de me voir où je serai. C'est drôle la vie. Tu restes 13-14 ans à dormir. Et pourquoi tu dors? Parce que quand tu dors, tu rêves. Quand tu te réveilles, tu te souviens à peine de quoi tu rêvais. Tout d'un coup, on te sort du lit. On t'envoie dans la vie sans même t'offrir un café. Pourtant, tu es fatigué d'avoir tant dormi. Ainsi propulsé dans la réalité, tu cherches de quoi ont été faits tes rêves. Et qui, quoi, les a brodés de ses doigts de fée. D'aucuns ont mal dormi parce qu'ils ont mal rêvé. Et d'autres sont mal réveillés parce qu'ils ont trop bien rêvé. Enfin, d'autres rêvent mal et on les réveille tout d'un coup si bien qu'ils croient qu'ils ont bien rêvé. Mais quand tu t'es levé, t'as toujours l'impression que tu aurais pu rester au lit encore 5 petites minutes. La vie aurait bien pu t'attendre. Seulement elle n'attend pas, encore moins que la mort. Il faut prendre le pas sur son propre sort. Le problème, c'est qu'il faudrait toujours avancer. Or, parfois, on se rendort, on rêve encore. Pour conséquence, les anciens rêves retrouvés, il y en a de nouveaux à chercher. L'homme arrive au bout du chemin fatigué. L'homme sage est celui qui peut se réveiller sans rien avoir oublié. L'homme suicidé, c'est l'homme qui en a marre de n'avoir jamais rêvé ou qui a rêvé de n'avoir fait que des cauchemars. Quand mon père s'était suicidé, je t'ai réveillé depuis longtemps, car je réalisais ce qu'il se passait. Cependant, après, j'ai eu l'impression de me remettre à rêver. C'est pour cela que je me suis remise à écrire. Et cette fois, ma vie, pour m'empêcher de dormir. Néanmoins, plus j'écris, plus je me demande si je comprendrai un jour. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai dit demain sera l'enfer. Parce qu'on doute. D'autant plus que les échecs se multiplièrent jusqu'à aujourd'hui. Et je n'espère pas jusqu'à demain. Flashback dans le futur de mon passé. Vous comprenez bien qu'après la mort de mon père, la vie dut continuer. Nous devions déménager. Vous comprendrez fort bien que maintenant, mon père étant décédé, on ne voulait plus louer la maison que nous avions visitée. Heureusement, la petite amie de mon oncle, qui s'appelle Françoise, non pas mon oncle, c'est Richard, consentit à nous louer une maison qui était sur Rasé, où habitaient mes grands-parents maternels. La maison nécessitait quelques travaux. Mon grand-père fit ses travaux et nous abritait le temps qu'il les faisait. Je l'aidai un peu au début. Les sonneries du lycée me rappelèrent. Je découvris le bus de Raséo qui me menait à Limoges vers Limousin. Si vous avez lu ce que j'ai déjà écrit, sachez que c'était pure fiction. Enfin, sur certains points, non. Je descendis vers le Colisée pour aller vers Gay-Lussac, dans l'espoir de revoir de vieux amis, dont mon pote Richard, que j'avais malheureusement rencontré dans l'été suite à la tentative de suicide de mon père. Et pour améliorer le tout, il m'avait annoncé qu'il avait eu une crise cardiaque au mois de juillet. J'aurais pu perdre mon père et mon meilleur ami en un été. On va dire que je n'ai heureusement perdu que mon père. Enfin, il y en a qui n'ont pas de chance pendant quelque temps. Donc je revis mon ami et il me dit qu'il avait tout appris. En effet, il sut cela de la bouche de Pierre, mon ancien voisin, qui en a pris connaissance auprès de l'homme à la moquette en or qu'on avait rencontré une semaine après le décès de mon père. Le destin est drôle. Quand on réalise ce qu'est la vie, Dallas c'est à peine exagéré. Et donc les phrases habituelles. On ne peut pas demander d'être original. Richard me dit que Cécile s'était inquiétée pour moi. Je sais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Laissez-moi continuer. Je pose mes pions pour la suite de ma vie. Un livre, c'est un peu des échecs,
des phrases, des mots sans sens qui attendent vers la fin pour s'éclairer. S'ils s'éclairent trop tôt, ce sont de mauvais livres. Enfin, il n'y a pas que cela, sinon la collection Harlequin serait des torrents de littérature. Je m'écarte du sujet de ma rentrée. Enfin, quand je vois mon année, je me serais bien écarté. Donc je remonte jusqu'à mon lycée par la rue du Clocher. Et j'attends tout seul, me grillant 2 ou 3 clopes. D'ailleurs, j'en ai un peu marre. À tout à l'heure. Le plus dur quand on finit comme cela, c'est de repartir et de relier le fait que je me sois fumé une cigarette pendant les flocons au fait que je m'en suis fumé 2 en attendant dans une cour de récréation déserte. Bien voilà, j'ai réussi parce que si la cour était déserte et que j'attendais, il faut nécessairement que quelqu'un arrive, et ce quelqu'un fut Wilfrid. J'ai compté mes malheurs de cet été parce que c'était le seul dans ce lycée avec lequel je me sens capable de me confier, et nécessairement on parla du décès de Lady Diana, puis de Mère Teresa. Comme quoi la mort des quelconques comptoie le temps de la mort des grands. Mais la mort de mon père n'aurait pas pu intéresser les infos en cette période. Vous savez, une rentrée comme cela, c'est toujours dur. On fait toujours des fiches avec le nom, la profession des parents, les problèmes quelconques. Je ne pouvais même plus inscrire chômeur. C'est dans ces périodes qu'on remarque d'autant plus que ce n'est pas une honte. Moi qui n'avais pas de problèmes à inscrire avant, je ne devais pas les inscrire. Un roman pour chaque fiche, cela m'aurait pris du temps. Le plus dur, c'est quand on voit les gens rire et qu'on se force à faire de même. C'est quand on entend les gens se plaindre et qu'on se force à les plaindre. C'est quand on sent le bonheur des vacances et qu'on se force à y croire. C'est quand on touche une fiche familiale et qu'on se force à la lire. C'est quand on goûte la quiche de sa grand-mère, spécialité de son père, et qu'on se force à la manger. C'est quand on vit qu'on se force à vouloir être heureux pour 2. C'est aussi le silence dans lequel on se tient. Le plus dur, c'est encore vivre avec les siens parce qu'il en manque un. Plus dur enfin, c'est voir tous les jours ses grands-parents alors qu'on ne les a quasiment pas vus pendant 17 ans parce qu'il y avait son père. Des fois, 15 jours d'une vie suffisent pour vous la gâcher. Moi j'ai été berger pendant que les travaux se faisaient et rien que cela suffit à se sentir mal. On ne se sent plus dépendant mais esclave. Le pire est d'avoir un grand-père qui vous le fait sentir. Un soir, je voulus une danette au chocolat, et mon grand-père de dire « Tu es une petite nature ou quoi? Tu ne peux pas prendre un yaourt nature ?» Autre soir, lors d'un reportage sur la guerre d'Algérie, « Vous les jeunes, ce qu'il vous faudrait pour vous mater un peu, c'est une guerre !» C'était tout le temps comme ça. Un ultime soir, rentrant du lycée, mon grand-père eut la bonne idée de crier sur mon frère parce qu'il s'était réveillé en retard. Il lui dit que c'était un paresseux, et tout d'un coup s'exclama « Ah, si j'étais ton père, je te mettrais une calotte !» C'en fut trop, et je partis l'injuriant, et ma grand-mère, qui n'avait rien entendu de la scène, arriva profitant du moment que je mettais mes chaussures pour essayer de me gifler, avec des yeux que je m'imaginais si méchants au point de la croire capable, si elle en avait eu la force, de me propulser dans l'escalier en colimaçon de la cave. Mais je réussis à partir, récupérant mon blouson et mon paquet de cigarettes, ne sachant rien de ce qui se tramait, pendant que je partais me détendre sur le stade de foot. Non, les flocons ne signifient pas à chaque fois que je suis parti me griller une cigarette. J'avais un peu faim. Attendez, on est le 22 août à 4 heures. C'est normal que pendant que j'écris, j'ai envie de manger un petit quelque chose. Désormais, je crois que je vais arrêter un peu de faire comprendre comment, où je crée, puisque, si je n'arrête pas, d'une part, des vocations d'écrivain pourraient s'arrêter brutalement, d'autre part, vous ne comprendrez certainement plus l'histoire qui est peut-être déjà très floue
ou qu'il est déjà pour moi. Pourquoi je continue? Si c'est flou, autant m'arrêter. Pourquoi pas? Ce n'est pas une mauvaise idée. Comme cela, j'essaye de faire éditer ce que j'ai écrit, je me relis, je tente de me comprendre. Après, je fais une deuxième partie, et tous ceux qui ont acheté la première partie achètent le deuxième tome, puis le troisième pour savoir si j'ai mon bac. À moins qu'ils se disent, il est un peu fou. Fou est un faible mot. Et on s'est fait avoir avec le premier tome. Qu'en pensez-vous? Moi, je ne sais pas. Ce qu'il y a de marrant, c'est qu'au début, vous étiez demandé, est-ce qu'il va dire ce qu'il se passe avec ses grands-parents? Et maintenant que j'en reparle, vous ne vous souvenez plus de ce qui s'est passé avec eux et que vous allez tourner la page pour vous en souvenir. Profitez de ce petit conseil. Si vous relisez l'autre passage pour en revenir à notre histoire, évitez le passage que vous lisez. Pourriez être pris d'amnésie aiguë. Néanmoins, je viens de penser à quelque chose. Si vous vous souvenez du reste, cela doit être stressant de lire ça parce que tant que je ne reprends pas l'histoire, vous risquez toujours d'oublier. Ce serait bête d'en être arrivé ici pour reprendre comme les autres. Voyez, il y a des passages dans des livres qu'on aime bien lire 2 fois, mais celui-là, c'est un passage piège. Je crois avoir été le seul à le créer. Ah non, il y a aussi André Malraux dans La condition humaine, avec la pique qui joue et le stress qui monte. Le problème, c'est que quand on fait comme cela, on se fait avoir à son propre piège. Et en me relisant, je n'arrive plus à écrire. C'est quand même bête d'oublier sa vie. Des fois, il vaut mieux oublier certaines choses. Donc je passe le bac. Ah mince, j'en suis où? Vous pouvez pas me dire? Au fait, quelle heure est-il? Faut que j'aille me coucher. Ah non, vu l'heure, je suis parti pour une nuit blanche. Attendez 2 secondes. Je vais lire parce que ce serait bête de sauter une histoire comme ça parce qu'on l'a oubliée. Enfin, même si ce n'est pas très intéressant. Donc, je tourne la page et je lis. Nanana, du tubi, nanana, du tubi, ça y est, d'accord. Ah, je vous ai fait le coup du passage piège. Et vous attendez pour l'histoire des grands-parents? Bah attendez. Ce qui aurait de marrant, ce serait de mettre 3 ou 4 feuilles blanches d'affilée. Je vais peut-être m'arrêter de jouer, sinon je ne réussirai plus à reprendre le fil du roman, si je ne l'ai jamais eu. Imaginez, je continue pendant 20 pages comme cela. Vous devenez fou. C'est psychosomatique. On parle de folie et on le devient. Là, il n'y aura pas de transition où je ne vais pas m'en sortir et vous non plus. Donc je suis au stade, en colère à mort contre mon grand-père qui depuis 15 jours m'ennuie très sérieusement. Dorénavant, pensez à ceux qui ont tout relu alors que j'ai fait un résumé très succinct mais suffisant. C'est quand même sadique de leur écrire cette phrase. Après, m'être calmé. Avouez que vous croyez que j'étais reparti. Je redescends et je vois ma mère qui charge toutes nos affaires dans la voiture. On part dans la maison à Françoise, après une querelle dont jamais personne de la famille n'entendit parler, je suppose, mais dont tous les voisins entendirent les cris, je présume. Le lendemain, je changeai d'arrêt de bus, parlai à mon ami Richard qui m'avoua « Les imbéciles sont partout ». Je vécus donc une année dans mon coin perdu jusqu'à ce jour où je reviens à mon récit. Cette année fut pleine de rebondissements. Disputes avec les grands-parents, discussions philosophiques, cours et autres choses, le bac que je n'ai malheureusement pas eu. Oui, j'ai enfin avoué la vérité. Alors, si vous voulez, cela fait 2 semaines que j'ai repris les cours. Cela marche relativement bien pour ce qu'il en est des cours, mais point de vue sentimental, ils n'ont pas casé d'horaire.
Calme plat depuis 1 an et des échecs immémoriaux que je vais vous conter dans le but que vous sachiez ce qu'il ne faut pas faire. Cela faisait depuis 2 mois que mon père était décédé et j'avais besoin d'une épaule pour m'appuyer. Même si je pus en parler à certains amis, ce n'était pas le doux sourire d'une fille que tu aimes et qui te réconforte. Les jours après avoir quitté mes grands-parents, une fille vint s'asseoir à côté de moi. Je sais, on peut croire que je commence à écrire du harlequin. Nous engageâmes la discussion. J'appris qu'elle était à Limousin comme moi. Nous prîmes le sang ensemble quelquefois, nous nous entendions bien. Je lui aurais dédié tout un roman à cette Stéphanie, si je n'avais eu d'autres choses à faire avant, voire fin. 2 septembre 1999. Plus je lui parlais, plus elle m'adressait sourire, plus une étincelle s'allumait dans mes yeux, plus je croyais que je pourrais en allumer une dans les siens. C'est pourquoi, un matin, prenant mon courage à 2 mains, qui n'est pas grand quand il s'agit de faire des pas amoureux, j'allais la voir et ainsi je commence. Bonjour Stéphanie, aurais-tu une cigarette? Voilà à quoi cela vous mène d'être courageux. Bien sûr. Merci, répondis-je en me disant si la réponse avait pu être la même pour une autre question. Finalement, la voyant partir, je l'appelle et ne trouve de mieux à lui dire que « Stéphanie, me supporterais-tu comme petit copain ?» La réponse fut non, car elle sortait d'une expliquée avec un gars. Avez-vous déjà entendu une phrase aussi minable? J'en écris des âneries, mais je n'en ai jamais dit d'aussi nul. Quoique... Pour preuve que ce n'était pas du Shakespeare, un ami avec qui j'en parlais ne voulut pas croire que j'avais demandé ainsi à cette fille de sortir avec moi. Moi-même, je n'ose pas y croire. Donc je me retrouvais seul. Enfin, j'étais en cœur seul dans une masse de couples qui se font et se défont et qui pour moi ne se fondaient pas. Disons que cela évite de rester de glace devant une jolie fille qui passe, et, vous vous en doutez, une fille passa. Et cette fille fut donc la Cécile dont je vous ai parlé. Je remarquai chez elle un charme que je n'avais pas vu jusqu'alors. Nous allâmes à Saint-Martial un jour pendant les vacances de la Toussaint avec mon ami Richard, sa petite amie Marie et un autre ami Alexis. En un après-midi, j'appris 2 choses de Richard. J'étais en concurrence avec Alexis, et j'aurais dû y penser plus tôt, car j'aurais eu alors peut-être quelque chance. Je me décidai dès lors à parler à Cécile, et un matin, je pus me retrouver seul avec elle. Je fis 2 à 3 minutes de et elle me répondit, j'ai compris. Mais pourquoi serais-tu mieux que ceux que Richard m'a déjà présentés? En 1 mois, l'une m'envoya paître, l'autre garder mes moutons, de quoi devenir chèvre ou berger suivant le cas. Après, quand il y avait quelqu'une que j'aimais bien, je me retrouvais bloqué par une peur de l'échec qui redevenait présente en moi. Après avoir loupé mon bac, il y eut donc les vacances, les jolies filles bronzées jouant au volley avec des jeunes hommes musclés portant de tout petits bikinis, les filles bronzées par les jeunes hommes musclés, mettant en valeur leurs belles jambes galbées et leurs poitrines rehaussées, qu'elles vont mouiller dans les eaux d'un lac pollué. Je fus incapable d'en aborder une seule, tellement la peur de la désillusion était grande. Voilà la leçon, si vous voulez rester célibataire longtemps. Restez dans votre coin en regardant passer les occasions au loin. Pendant les vacances, je dus me rendre en ville pour faire des papiers. Je rencontrai un homme errant à la recherche de la dignité. Nous fîmes connaissance, et il espérait trouver l'argent nécessaire pour s'acheter une nouvelle guitare afin de continuer sa triste quête. Une fille que je connaissais de Limousin, Virginie, vint nous rejoindre et nous écrivîmes une ballade sur les enfants pris dans les tourments de la mort.
Un autre jour de vacances, je revins dans ce coin et l'homme avait repris sa route. J'allais voir Virginie qui vendait des bonbons en face du lieu de création pour la balade et de fil en aiguille, j'appris que son petit ami avait eu 363 points. Dommage. Et combien furent-elles à me conter les exploits de leurs petits amis? Autant que d'étoiles dans le ciel, car chacune avait son éclat propre. Mais même si actuellement je suis toujours seul, il n'y a qu'un je t'aime que je regrette de n'avoir pas pu dire. Un je t'aime que la société m'a volé. Celui-ci de je t'aime que je ne peux plus dire qu'à un mort. Ce je t'aime que je ne peux plus coucher que sur une feuille de papier glacé, car je n'ai pu le glisser avant que son corps couché soit glacé. Un je t'aime qui n'a pas pu appartenir au passé, qui se conjuguera au futur avec toujours, car c'est l'hommage éternel que je veux lui laisser. Un je t'aime lu par des inconnus pour qu'il soit témoin d'une société incongrue. Ce je t'aime dont on ne se moquera plus. Un je t'aime écrit dans une rue couverte par le bruit d'une ville qui n'en peut plus et laissera ce soir ses verrues dormir sur le trottoir de cette même rue. Ici, même si en criant on ne m'entendra pas à pas j'écrirai cette lettre-là. Et si vous ne m'entendez pas, vous qui n'y avez pas droit, vous les lirez ces 4 mots-là, inscrits déjà en bas d'une page que rien ne raturera, ni même la censure, ni même mon écriture. Je les symboliserai comme pour dire il exista, comme un je t'aime, papa.